Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. L'Algérie condamne fermement les attaques qui ont visé hier le royaume frère d'Arabie Saoudite. Elle exprime son entière solidarité et se tient aux côtés du royaume d'Arabie Saoudite. Comment faire de la recherche scientifique un maillon fort de notre relance économique? Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a installé ce matin le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Nous découvrirons dans ce journal ses missions et ses prérogatives. Dans une démonstration de force, les Espagnols maintiennent la pression sur le gouvernement Sanchez. Des centaines de manifestants ont battu le pavé pour rappeler le gouvernement à la raison et afficher leur solidarité avec le peuple sahraoui. Vous êtes nombreux à prendre le chemin de la SAFEX pour visiter le Salon international du livre d'Alger. Nous vous plongeons ce soir dans le livre d'histoire. Et nous consacrons le grand format du week-end aux étapes de fabrication du livre. Comment les éditeurs résistent face à la concurrence du numérique? Réponse tout à l'heure avec Samira Hadjamar. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à 2 projets de loi relatifs aux règles applicables aux zones franches et à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, ainsi qu'à des exposés sur la promotion de la stratégie des industries électriques, le diagnostic relatif à l'eau potable dans les wilayas d'Alger, Oran et Constantine et la nouvelle ville de Boukzoul. Ce communiqué maintenant de la présidence de la République suite à l'attentat terroriste qui a visé hier le royaume frère d'Arabie Saoudite et endommagé certaines installations économiques. L'Algérie condamne fermement ces attentats hostiles et exprime son entière solidarité et se tient aux côtés du royaume frère d'Arabie Saoudite. Dans l'actualité de ce samedi, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a installé aujourd'hui au CIC le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, le CNRST. Lors d'une allocution, Ayman Ben Abdelrahman a rappelé à quel point il est important de placer la recherche scientifique au cœur de notre relance économique pour en finir avec la dépendance aux hydrocarbures. On écoute le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Cet événement puise son importance de celle dont jouit la recherche scientifique et son rôle axial comme moteur de développement des pays et du progrès des sociétés. Elle est également l'un des fondements sur lequel s'appuie l'État afin de conduire le processus de mutation de l'économie pour passer d'un modèle classique dépendant de la rente pétrolière à un modèle basé sur les connaissances et l'innovation et fondé sur ce dont dispose notre pays comme potentialité et compétences dans le domaine scientifique. Des compétences de renommée mondiale, diplômés des universités algériennes et qui ont trouvé leur place dans les plus prestigieuses universités et centres de recherche à travers le monde. La recherche scientifique est plus qu'une nécessité afin d'être au diapason du développement technologique très rapide dans le monde et à tous les niveaux, et ce qui le caractérise comme compétitivité féroce. Le président de la République accorde une grande importance l'investissement dans le domaine de la recherche scientifique pour en faire la pierre angulaire dans le processus d'édification d'une économie basée sur l'innovation et la source principale à partir de laquelle les nouvelles connaissances et les solutions innovantes seront puisées en adéquation avec les besoins de tous les secteurs, à l'exemple de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement, des mines entre autres, afin de réaliser le développement durable escompté. Et le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rappelé que le président de la République Abdelmajid Tebboune s'est engagé à créer un environnement favorable pour la recherche scientifique, des engagements que le gouvernement est déterminé à concrétiser. On écoute le Premier ministre.
Dans son programme que l'exécutif s'attelle à concrétiser dans sa feuille de route, le président de la République s'est engagé à développer les pôles d'excellence dans certaines spécialités, en partenariat avec les opérateurs économiques et en adéquation avec l'évolution mondiale des technologies et des métiers, conformément aux besoins du nouveau modèle économique, comme il s'était engagé à créer un environnement favorable à la recherche scientifique et encourager la coopération et la collaboration entre les universités, les centres de recherche et les opérateurs économiques. Le gouvernement est déterminé à aller de l'avant dans la concrétisation des engagements du président de la République visant à promouvoir le système de l'enseignement supérieur en vue de former un capital humain et intellectuel, en mesure de conduire la locomotive du changement vers le nouveau modèle économique et faire aboutir le projet de réforme ambitieux que nous œuvrons tous à réaliser. Dans ce cadre, le gouvernement poursuit le travail de consolidation et de valorisation des acquis réalisés, notamment en matière d'amélioration de la qualité de la recherche scientifique en poursuivant la mise en œuvre des projets inscrits dans le cadre des programmes nationaux de recherche au titre de la période 2020-2026. À titre indicatif, 124 projets de recherche ont été validés. Dans une première étape, parmi les recherches répondant aux exigences des projets qui constituent des priorités dans les domaines de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et de la santé du citoyen, s'en suivra en deuxième étape l'admission d'une deuxième session de recherche qui englobe 150 recherches scientifiques dans les mêmes domaines vitaux qui concrétisent la sécurité nationale dans sa conception générale. Et vous l'avez compris, les membres du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies ont du pain sur la planche. Ces membres s'attaquent à des problématiques existentielles comme la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique. Ils ont pour mission également de valoriser les résultats de leurs recherches. Couverture signée Nassim Ben Saïdi. Le Conseil national, fraîchement installé, sera chargé d'évaluer la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, notamment ses choix et ses retombées. Il devra élaborer des mécanismes d'évaluation et de suivi de leur mise en œuvre, une démarche qui nécessite avant tout un financement suffisant et un capital humain qualitatif. Et donc il va y avoir des commissions qui vont travailler, ils vont revoir les textes. Nous aurons donc à revoir pratiquement tous ces textes-là et les adapter au nouveau contexte. Et ce qui sera proposé, bien sûr, c'est l'avis des 45 personnes qui sera transmis au président, à qui de droit. Ce panel composé de membres issus de différents secteurs socio-économiques exerçant en Algérie et même à l'étranger sera chargé de la mise en application effective de politiques et de solutions sévèrement étudiées qui seront ensuite présentées au président de la République. Notre objectif, bien sûr, renforcé au niveau du CNRST par les membres qui sont d'obédience, qui viennent du secteur socio-économique. Nous avons quand même les grandes entreprises, Sonatrach, Sonelgaz, Agrodiv, Saïda, l'Algérie Télécom et j'en oublie certainement. Nous avons également des centres de recherche qui sont affiliés à des grandes entreprises qui sont également membres. Nous espérons avoir cette population comme ressource. Ces propositions émises par le CNRST permettront de construire des ponts entre l'université, les centres de recherche, les ministères et l'environnement socio-économique. Vous avez des membres qui sont de différents secteurs. Ces membres-là qui sont des différents secteurs sont des chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises algériennes d'une part. Vous avez les chercheurs algériens qui sont au sein des universités, les chercheurs qui sont au sein de la recherche-développement des centres de recherche, les chercheurs qui sont dans les centres de recherche du secteur économique. Et bien sûr, vous avez tout ce monde-là qui est réuni, va parler le même langage et va donner la même orientation. En plus de donner des orientations sur les politiques de recherche, le CNRST a aussi la mission de valoriser les résultats des recherches pour les mettre au service de tous les secteurs. On fait le point maintenant sur ce rapport UNICEF sur l'Algérie, un rapport truffé de contre-vérités et qui ne traduit en rien la réalité du terrain. Certains analystes se posent des questions sur les objectifs de ce rapport, sur les motivations de ses rédacteurs et sur le timing de son publication. Les détails avec Malika Bellel.
Le rapport de la représentation de l'organisation onusienne en Algérie UNICEF, intitulé « La transition des 15-24 vers la vie adulte » est une véritable compilation de tous les mensonges énoncés volontairement pour noircir l'image de l'Algérie. Rudement touchés par le chômage et la précarité, les jeunes Algériens sont également confrontés à une faible scolarisation, une exclusion économique, lit-on dans les conclusions de ce rapport. Les rédacteurs ont visiblement fait preuve de cité et failli à leur mission, car en matière de mensonges, ils ont fait beaucoup mieux que certaines officines. Il est de notoriété publique que l'UNICEF est chargé par l'Assemblée générale des Nations unies d'une mission bien claire, celle de défendre les droits des enfants, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Cependant, cet inadmissible rapport erroné a été commandé par des affabulateurs qui ont été derrière les rapports mensongers de la Banque mondiale et de ses relais. Visiblement, le premier responsable de cette organisation onusienne en Algérie s'est trouvé d'autres centres d'intérêt comme l'emploi, les maladies ou encore les accidents de la circulation. La logique veut que l'UNICEF mette en exergue la place importante qu'occupent les enfants dans la politique de l'État. Rien que pour cette rentrée scolaire, plus de 12 millions d'enfants ont rejoint le banc des écoles aux frais de l'État. L'Algérie est à la très bonne place dans le classement de l'éducation avec un taux d'analphabétisme de 7% et du bien-être. Tout est fait en Algérie pour l'épanouissement des enfants. Dans toutes les villes et villages d'Algérie, on trouve des aires de jeu qui visiblement ne sont pas dans le champ de vision de cette organisation. L'Algérie, qui est le premier pays hors Europe à instaurer une allocation chômage, le premier dans la sécurité alimentaire en Afrique, est un modèle à suivre. Où et pourquoi cette organisation est-elle allée chercher ça, si ce n'est pour absolument noircir l'image de l'Algérie, qui mieux qu'un pur produit du Marzen pour accomplir cette sale besogne. Cet énième rapport mensonger sur l'Algérie qui porte la signature du représentant de l'UNICEF en Algérie, ce personnage qui est au Marzen marocain où il a obtenu son doctorat de médecine ne passera pas. Cette mystification imaginée par ce serviteur du Marzen est déjà dans la poubelle de la compilation de tous les mensonges énoncés volontairement pour essayer de déstabiliser l'Algérie nouvelle. Dans l'actualité de ce samedi, le musée Moujahid a abrité aujourd'hui une conférence intitulée « La guerre de libération nationale » dans les médias italiens. Une occasion de rappeler les relations historiques et unissent Alger à Rome et également partager des archives inédites constituées de films documentaires et de bandes sonores. Couverture de Walid Khadri, commentaire signé Amel Siritira. Projetées pour la première fois, ces séquences de documentaires authentiques sur la guerre de libération nationale ont été filmées par des journalistes de l'entreprise de la radio et télévision italienne, la RAI. Elles témoignent du soutien du gouvernement italien à la cause algérienne. L'Italie, qui avait tourné le dos à son voisin, la France, pour se mettre du côté de l'Algérie en lutte pour son indépendance et sa liberté. On entend élargir notre coopération dans ce domaine avec l'entreprise de la radio et la télévision italienne et de l'étendre aux institutions de l'information au niveau mondial, celles qui disposent de documentation écrite ou audiovisuelle qui concerne la guerre de libération nationale. L'Algérie n'oubliera jamais la contribution des médias italiens à faire entendre la voix de la révolution algérienne. En est la preuve l'attribution de la médaille de la révolution algérienne à deux journalistes italiens, à savoir Piero Angela et Bernardo Valli, par le président de la République Abdelmajid Tebboune. L'Algérie célèbre bientôt le 60e anniversaire de son indépendance, l'occasion de se rappeler les amis italiens de l'Algérie qui l'ont soutenu durant la guerre de libération comme Enrico Mattei et Piero Angela. À cette occasion également, je suis ravi de vous annoncer que l'Italie compte partager avec l'Algérie des archives impressionnantes et inédites qui retracent la période allant de 1954 à 1962. Ces archives comptent des films documentaires et des images inédites. Nous avons créé un espace d'échange avec l'ambassade de l'Italie avec la contribution du ministère des Affaires étrangères pour récupérer toute la documentation qui concerne la guerre de l'Algérie. Ce colloque a été une occasion de raffermir les relations de coopération entre l'Algérie et l'Italie.
Des cadres représentant plusieurs secteurs, l'ambassadeur d'Italie et des conférenciers ont été distingués par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit. Dans l'actualité internationale, Madrid était noir de monde ce samedi au premier rang des cortèges de manifestants, des hommes politiques et des intellectuels, tous surpris par la prise de position du Premier ministre espagnol, une prise de position qualifiée d'irresponsable. Les jeunes étaient nombreux aussi pour faire pression sur le gouvernement espagnol et apporter leur soutien à la cause sahraoui. Correspondance Walid Sari, commentaire signé Abdelmajid Benkassi. Venus de toute l'Espagne, les manifestants représentant des partis politiques, des associations et la société civile espagnole se sont donné rendez-vous devant le siège du ministère des Affaires étrangères espagnol pour exprimer leur désapprobation et leur refus catégorique de la décision du gouvernement espagnol de changer de position sur la question de l'autodétermination du Sahara occidental. C'est une honte pour le chef de gouvernement espagnol. Le Sahara appartient aux Sahraouis et personne ne peut décider à leur place. Nous sommes ici pour protester contre cette décision et nous espérons que le problème sahraoui trouvera une solution pacifique et juste. C'est indécent et horrible ce qu'a fait notre gouvernement et ne devait pas céder aux pressions du Maroc. Cette décision est une erreur impardonnable. Le gouvernement doit se ressaisir et revenir aux résolutions des Nations Unies. Ils étaient des centaines, voire des milliers à apporter leur soutien au peuple sahraoui dans sa juste lutte pour son indépendance et pour son autodétermination. Les Sahraouis décident, ils ne sont pas votre monnaie d'échange. Le Sahara ne se vend pas. Ce sont là les nombreuses pancartes qui fustigeaient la décision du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez de soutenir le prétendu plan défendu par Rabat sur le territoire du Sahara occidental. Intergrupo del Congreso, estamos todos los grupos, incluyendo el Partido Socialista. Tous les groupes parlementaires au sein du Congrès, y compris le groupe socialiste, sont contre la décision du chef du gouvernement. Une décision qui n'a même pas été discutée. Nous allons tout faire à partir du Parlement pour aider le peuple sahraoui à retrouver ses droits. Nous demandons à Sánchez et au Parti socialiste de rectifier leur position, que nous n'approuverons jamais. Et la lutte continue. Y fuerza y la lucha continúa. El pueblo saharaui no necesita que nadie decida por él. Le peuple sahraoui doit décider seul. Personne n'a le droit de décider à sa place. Personne en son nom. Nous sommes ici devant le siège du ministère des Affaires étrangères pour apporter notre soutien au peuple sahraoui et nous appuyons la solution conforme aux résolutions des Nations Unies et pour l'autodétermination du peuple sahraoui. L'autodétermination du peuple sahraoui, un droit consacré par les résolutions onusiennes. Et justement, le président du comité Action et Réflexion pour l'avenir du Sahara occidental, Nedjem Sidi, a appelé le chef du gouvernement espagnol à revenir à la légalité internationale après son revirement de position concernant le Sahara occidental, soulignant que le référendum à l'autodétermination ou d'autodétermination restait la seule solution pour sortir de l'impasse. Au Maroc, les rues bouillonnent après les enseignants et leur vague de contestation qui a suscité une grande solidarité de la part des Marocains. C'est au tour des infirmiers d'investir les rues pour dénoncer une situation socio-professionnelle insupportable. Ils se disent ulcérés par l'indifférence affichée par le gouvernement marocain. Commentaire signé Abdelmajid Benkassi. Un pays ébranlé par une crise sociale sans précédent avec des manifestations qui se succèdent et se ressemblent depuis des mois. Elles émanent de tous les secteurs et expriment tout un ras-le-bol populaire. Après les transports et l'enseignement, c'est au tour du secteur de la santé. Les infirmiers ont envahi la rue pour exprimer leur mécontentement quant à leur situation socio-professionnelle de plus en plus précaire. La pauvreté ne cesse de prendre des proportions alarmantes. La situation sociale est au bord de l'explosion avec une croissance économique prévisionnelle pour 2022 qui connaîtra une baisse sensible et ne dépasserait pas 0,7%, tandis que le taux d'inflation devrait connaître une forte accélération, estimée à 4,7% en 2022. Pour l'agriculture, un des secteurs les plus touchés, la valeur ajoutée devrait baisser de près de 20%. Le tourisme, qui représente en moyenne 12% du PIB, est lui aussi touché de plein fouet, avec un taux de 80% des opérateurs touristiques
qui ont du mal à reprendre l'activité après 2 années de fermeture. Au moment où le Makhzen mise sur ce secteur pour sauver l'économie marocaine, le manque à gagner est estimé à 16,44 milliards de dollars, un véritable gouffre. D'un autre côté, les importations progresseraient de près de 15% cette année, en lien avec l'alourdissement de la facture énergétique et l'augmentation des acquisitions des produits agricoles, alimentaires et des biens de consommation. Retour en Algérie, Abdellah Moundji a pris aujourd'hui ses fonctions de ministre des Transports suite à sa nomination jeudi dernier par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le nouveau ministre a souligné que son secteur revêt un caractère spécial car il gère un service public à destination de la population qui attend beaucoup justement. Abdellah Moundji a affiché sa volonté de travailler avec l'ensemble des compétences pour améliorer la gestion du secteur et atteindre ses objectifs. Pour le 2e jour consécutif, les Algériens prennent le chemin de la SAFEX. Le Salon international du livre d'Alger est devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable pour acheter des livres, rencontrer des éditeurs, voyager à travers la littérature pour connaître d'autres cultures. Ce soir, Walid Yousfi nous propose de découvrir le livre d'histoire. Il s'intéresse particulièrement aux ouvrages de Mouloud Maamri. Regardez. Il s'agit d'un hommage pour les écrivains algériens qui ont combattu grâce à leurs plumes pour mettre à nu les atrocités commises par le colonisateur français contre le peuple algérien. De grands noms devenus aujourd'hui des classiques de la littérature algérienne. En utilisant des procédés littéraires d'écriture très compliqués, il a réussi à nous faire ressentir l'angoisse de la guerre, l'incertitude de la guerre. Comment est-ce qu'un individu se sent pendant la guerre en situation complètement désemparée où rien n'est sûr, tout est incertain. Les choses changent tout le temps, il ne sait pas qui est son ami, qui est son ennemi tout le temps. Et pourtant, malgré ça, Mouloud Firaoun dit dans ce roman que l'Algérien a la force en lui-même de pouvoir dépasser cela. Pour rendre hommage aux grands noms de la littérature algérienne, les pionniers qui sont partis trop tôt, avant même le soleil de l'indépendance. Assassinés, jetés par les trains comme le cas de Rabi Bouchama, brûlés vifs comme le cas d'Abdelkrim Lagoun, etc. Et assassinés par l'OAS comme le cas de Mouloud Firaoun. Et donc on a parlé de tous ces gens-là, non seulement comme martyrs, comme tous les martyrs, le 1,5 million de martyrs algériens, mais aussi comme des créateurs, comme des pionniers, chacun dans leur domaine. Un hommage organisé à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de Mouloud Firaoun. La mémoire, c'est toujours subjectif, c'est toujours une transmission quelque part. Et si la génération passée ne transmet pas, n'appelle pas les nouvelles générations à partager cette mémoire, on aura failli quelque part. Cette série de conférences se poursuit jusqu'au 31 mars prochain. Des conférences ouvertes au public qui vont aborder dans le détail l'histoire et la littérature algérienne. Et nous consacrons justement le grand format ce week-end dans l'industrie du livre, une chaîne qui passe par plusieurs étapes, obéit à des règles et fait face à la concurrence. Pour réduire les coûts, certaines maisons d'édition optent pour la coédition et pour sauver certaines publications, des auteurs font le choix de l'auto-édition. Il faut dire que la pandémie de coronavirus n'a pas arrangé les choses ces 2 dernières années. Les professionnels du secteur souhaitent tourner la page et écrire un nouveau chapitre. Ils se basent notamment sur la force de la loi. C'est un grand format signé Samira Hadjamar, Halim Louni, Youssef Rouja, Ramzi et Oussama Qureishi. Devenir écrivain, il a été mon rêve depuis tout petit. J'ai commencé à faire des photographies qui me plaisaient et tout. J'avais envie de me faire éditer. Voilà, ça commence comme ça. Un simple vœu qui va faire démarrer tout un processus, toute une industrie, celle du livre et des métiers de l'édition. Il passe par la commission des lectures. Après l'approbation, bien sûr, il y a un contrat qui est signé avec cet auteur. Il y a des clauses, que ce soit pour le pourcentage des ventes, que ce soit comment le livre va être distribué. Sauf que parfois, cette étape s'avère compliquée et l'auteur est obligé de s'auto-éditer. Je voyais que je ne rentrais pas dans mes frais, donc j'ai décidé de pouvoir faire
Ça m'a poussé à faire mes propres livres, où j'écris, je fais mes photos, etc. Déjà pour minimiser un peu les prix, parce que le livre là que j'ai fait, Images d'Algérie par exemple, c'est un livre où il y a 500 photographies, c'est des années de travail. Le prix de vente du livre ne paiera jamais ce travail-là, impossible. Le monde de l'édition a subi depuis quelques années quelques contraintes et certains éditeurs ont dû s'orienter vers la coédition et l'importation. Vu qu'il y a eu un manque terrible sur le marché national, et on a fait des collaborations avec pas mal de maisons d'édition, que ce soit libanaises, presque une dizaine de maisons, et avec le deuxième plus grand groupe de livres en France, le groupe Interform Editis, avec lequel on a édité par exemple le Robert des écoles, une édition spéciale Algérie, pas mal de dictionnaires édition spéciale Algérie. On a même, c'est-à-dire ces traductions-là, on essaie de combler le vide qu'il y a sur le marché algérien. C'est le livre électronique, c'est le livre en format électronique, mais ça ne remplacera jamais le livre en format papier, parce que nous avons une relation très intime avec le livre format papier. Mais là, je suis en train de parler un peu de l'acte de lecture, pas de l'acte de fabrication. Et l'un des problèmes fondamentaux dans la fabrication d'un livre reste le support. Et depuis août dernier, le problème est devenu mondial. L'année Covid a été une année très difficile pour nous. Il y a eu une baisse de chiffre d'affaires, etc. Et la reprise a engendré une forte demande sur le papier mondial. Il y a eu aussi une augmentation que nous calculons maintenant à ce jour à 200% du prix du papier. Et ça a un impact sur le prix unitaire, sur le prix sorti de nos presses. La production livresque a complètement chuté. On est parti peut-être de 150 à 200 romans, à peine 40 romans en 2021. Et aussi, que ce soit les essais, de 500 à 600 essais par an, à peine à une centaine. Les gens ne se rendent compte pas que le secteur vit des moments très très difficiles. Une loi concernant le livre a été décrétée en 2015 et son application pourrait, selon l'un de ses rédacteurs, tout changer. Qui dit que la lecture du livre et la lecture publique doivent être généralisées à l'ensemble des cycles de l'éducation. En faisant appliquer la loi de l'article 42, on peut créer, dynamiser le marché de l'édition. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 8 millions d'élèves. À raison de 4 livres, on aura 32 millions de livres par an qui vont revenir chaque année. Et là, ils vont faire tourner toute l'industrie du livre, de l'imprimeur à l'éditeur jusqu'au libraire. Tous les éléments sont réunis. Les textes de loi existent. Il suffit de peu pour que l'industrie du livre en Algérie redémarre. Et justement, pour que cette industrie redémarre, pour avoir plus d'informations sur ce secteur, nous avons sur ce plateau Samira Hadjamal. Samira, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé plusieurs jours à préparer ce grand format. Parmi les informations qui retiennent notre attention dans ce grand format, c'est justement cette loi de 2015 et les articles 40 et 42. Que disent ces articles? Alors pour l'article 42, qui est le plus important, parce que l'article 40 est passé finalement. Il a été appliqué en juillet 2021. Il fait partie de 5 lois qui ont été appliquées, on va dire adoptées, complètement appliquées, je ne sais plus. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que la lecture devrait être, elle est obligatoire. Elle est obligatoire où? À l'école, donc dans le secteur de l'éducation. Ça devrait commencer au primaire. Ensuite, le CEM, bien sûr, le lycée. Monsieur Azdine Gerfi a fait le calcul. Si on arrive à appliquer ça, la lecture obligatoire, on pourrait, l'élève, en fait, à la sortie du lycée, aurait lu 38 livres. En tout cas, il aurait déjà inscrit dans son inconscient la lecture. On aurait produit en fait. Vous êtes en train de dire que l'application de cette loi favorise forcément la production et la vente des livres parce que ça rend de fait obligatoire la lecture. Mieux que ça, elle produit un lectorat.
Voilà, entre un jeune adolescent qui choisit ajouter du flexi à son téléphone à 1000 dinars et acheter un livre, peut-être qu'il aura envie d'acheter le livre, je ne sais pas. Et justement, Samira Hadj Amar, pour acheter des livres, il faut encore trouver des librairies qui restent ouvertes. Et vous nous dites qu'il y a des fonds d'aide pour maintenir ces librairies en vie et aider d'autres à se lancer dans ce secteur. Alors, de tout temps, le ministère a... cette loi existe depuis longtemps. Vous pouvez, n'importe qui, en fait, qui correspond à des critères, bien sûr, avec un dossier déterminé, peut aller au ministère et demander une aide à la création d'une librairie. Ça peut se faire sur tout le territoire national. Il y a des critères, un dossier à remplir, en fait. Il faut avoir un local. L'État, en fait, aide, par le ministère de la Culture, aide à la création d'une librairie. Il n'y en a pas assez sur le territoire national. Parfois, c'est une librairie par wilaya. Ça ne suffit pas. Par contre, j'aimerais revenir sur la loi, donc l'application des 5 textes en juillet 2021 qui, eux, ont instauré un prix unique sur tout le territoire national. Le livre qui se vend à 500 dinars à Alger, c'est le même tarif qu'à Tamanrasset, par exemple. L'État, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide elle subventionne au niveau de la distribution. Elle subventionne le libraire qui est à Tamanrasset pour qu'il puisse faire ça. Donc, il présente une facture et il peut avoir son argent. Elle a aussi labellisé. Donc, il y a une obligation de labelliser les éditeurs, les librairies. Par exemple, la librairie, ça vend que du livre. Ça ne peut pas vendre autre chose. Merci pour toutes ces informations, Samira Hadj Amar, et merci à votre équipe pour ce grand format. Avant de parler de théâtre, cette page foot, on revient sur la victoire des Verts. L'équipe nationale est arrivée ce matin de Douala. Elle s'est dirigée directement au centre de préparation de Sidi Moussa pour reprendre les entraînements en prévision du match retour de mardi prochain au stade Mostafa Tchaker de Blida. Et vous avez suivi ce match hier sur les chaînes de l'EPTV, ce match qui a opposé les Verts à l'équipe du Cameroun. Retour sur cette belle victoire, fruit de plusieurs semaines de préparation. Commentaire signé Sarah Derbel. Et ses coéquipiers, les Verts n'ont en aucun cas cédé et c'est à la 40e minute de jeu, sur un coup franc bien placé de Youssef Belaïli, que le goléador Islam Slimani a récompensé les Algériens d'un superbe but de la tête. Avec ce but, l'avant-centre algérien vient de marquer son 40e but avec la sélection. Un score flatteur à la pause pour l'équipe de Belmadi. On respecte cette équipe-là non, c'était pas un match facile. Demandez-le aux joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas eu de situation franche comme le Cameroun a l'habitude d'en avoir. Ça, grâce voilà, à l'implication des joueurs, au respect du plan établi. Et pour les deux équipes, c'est vraiment très difficile, très pénible. Donc c'est pour ça que je dis héroïque. Ils ont fait des efforts que peut-être certains n'ont pas l'habitude de faire. Et de par le système sur lequel on a joué aujourd'hui, de par le fait qu'il fallait contre un adversaire coriace et qui sait mettre en danger, qui sait apporter du danger, qui sait se créer des situations offensives, il fallait faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout ce qu'on a pu mettre en place, pas sur les 3 derniers jours, sur les 2 derniers mois. Je pense que c'était un match de soldats, peut-être pas notre qualité technique ou dont on a l'habitude de jouer, dont on a l'habitude de mettre en place. On l'a gagné certes, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Maintenant voilà, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida, il y a un deuxième match chez nous, d'autres circonstances. Et voilà, on sait que cette équipe du Cameroun, elle est pas facile à manœuvrer. Donc tout reste ouvert, même si on a gagné, c'est très bien, mais il n'y a rien qui est fini, il y a à jouer. Valider son billet pour le mondial mardi prochain au stade Mostafa Tchaker de Blida. Et on termine ce journal avec ce One Woman Show de la comédienne Mariam Amiar qui semble-t-il conquis le public oranais avec son spectacle Meriouma. Meriouma, c'est l'histoire d'une comédienne qui, en attendant son tour à monter sur scène, a décidé d'exercer un métier de femme de ménage dans un théâtre. Spectacle original plein d'humour qui aborde intelligemment les défis des artistes et des femmes. Couverture de Salim Skandal, commentaire signé à Hamouche.
Après une expérience dans le monde audiovisuel, Meriem Amiar renoue avec les planches du théâtre. Avec un humour original puisé dans le quotidien des Algériens, la comédienne d'El Bahia a séduit le public venu assister à son one-one intitulé Meriouma. Le spectacle, c'est une artiste, une comédienne qui a fait les arts dramatiques المعهد العالي للعلوم الدرامية وراحت باش دير كاستينغ في مسرحية زعما باش تخدم فام دو ميناج في مسرحية tellement elle a bien exercé. Meriouma, un one-woman show qui met en scène un personnage sarcastique à l'humour décapant avec un texte époustouflant du metteur en scène L'Amri Kawan. Un monologue plein de dérision, d'humour alliant ironie, rire et légèreté pour mieux explorer des problématiques sociales et sociétales comme le combat de la femme dans la société ou encore l'amour. J'assiste d'abord Place al Maghreb, un spectacle qui était tout simplement magnifique, extraordinaire. Meriem Amiar, c'est une jeune actrice et comédienne extraordinaire. Je peux le dire aujourd'hui, je viens peut-être d'assister à l'un des plus beaux spectacles de ces dernières années, car c'est un monologue qui touche à plusieurs sujets comme la société, l'économie, le tout avec une touche d'humour originale. Meriouma, un one-woman show qui met en scène un personnage sarcastique à l'humour décapant avec un texte époustouflant du metteur en scène L'Amri Kawan. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.